neutralité et discrétion ne veut absolument pas dire mutisme. Pour le CICR, la désignation des manquements signifie une démarche en termes de protection. Cette démarche se fait auprès des parties au conflit. Là, on vient d'en faire toute une série en Afghanistan. Cette démarche est d'autant plus charpentée ou musclée qu'elle n'est pas publique. Là encore, il nous semble important de mettre l'accent sur la durée, de maintenir finalement la possibilité d'agir avec toutes les parties à un conflit, de laisser une chance aux évolutions politiques, aux changements de personnes, aux transformations progressives d'une société ou d'un gouvernement. La dénonciation peut être une arme, ce n'est pas celle que nous avons choisie en priorité. Le travail de persuasion, de constant et insistant dialogue peut exiger, quant à lui, une mobilisation sur la plus longue durée d'énergie. Je crois que c'est toujours important, quand on parle de cette question effectivement de responsabilité, de savoir de qui on parle, de quel type de responsabilité chaque acteur est capable de s'investir et de se déterminer en termes de partage de responsabilités, comme c'est mentionné dans le texte du colloque d'aujourd'hui, et donc de résister, de comprendre qu'une responsabilité partagée, ça suppose des fois de résister à des responsabilités collectives qui s'expriment dans des concepts qui sont très présents aussi, qui sont ceux des coalitions, des coordinations, qui sont quand même une grande tendance de l'action humanitaire aujourd'hui. Et il faut prendre conscience du caractère contradictoire de ce discours globalisant qu'on a sur l'action humanitaire, avec la nécessité en termes d'efficacité de parvenir à définir des responsabilités spécifiques et de les articuler les unes aux autres. À cela s'ajoute depuis le 11 septembre la tentation de la part des États de renier encore plus leur engagement sous prétexte de combattre le terrorisme et d'assurer une sécurité au niveau national. L'Australie a utilisé a posteriori cet argument pour refuser l'autorisation de débarquer aux Afghans du Tampa. Nous ne pouvons accepter ces demandeurs d'asile afghans. Parmi eux pourraient se cacher des terroristes. Même si on peut comprendre ces craintes, il est possible d'avoir une approche qui diminue les risques d'insécurité et maintient la possibilité pour les persécutés de trouver un asile. Réfugié n'est pas égal à terroriste et vice-versa. Un mot sur le monde humanitaire et le monde économique qui voit aujourd'hui l'opportunité de faire des coups ou de prendre le contrôle de terrain ouvert aux 4 vents avec des financements multilatéraux de plus en plus conséquents pour le peu qu'on sache techniquement maîtriser le jeu des appels d'offres. Quand je dis le monde humanitaire, c'est que j'ai vu une prolifération d'acteurs. Je ne parle pas des grands de l'humanitaire. Il y a aussi tous les petits et les opportunistes de l'humanitaire qui se développent, comme les opportunistes aussi du monde économique qui profitent de ces situations-là. Je pense même que certains grands groupes internationaux voient même dans ce domaine une opportunité pour se faire une image éthique avec le développement d'ONG maison, confondant la valorisation de leurs actions à court terme et les valeurs d'un engagement humanitaire qui est d'une autre nature. Pour ma part, je suis entrepreneur. Je profite de cette tribune pour dire que cette dérive est extrêmement dangereuse et que le monde des entreprises devrait faire attention dans ce domaine-là. Cette dilution de la responsabilité des exécutifs pour gagner du temps vers des opérateurs qui s'imposent de fait aujourd'hui, sans que ces derniers connaissent bien les limites hautes et basses de l'exercice, est très dangereuse vis-à-vis du droit international et des populations, car le contrôle des moyens finit par justifier la fin et non l'inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Dis-moi ce que tu encaisses et je te dirai ce que tu peux faire. Je pense là aussi à cette responsabilité partagée dont nous parlons depuis hier, qui fait que nous sommes nous aussi, organisations humanitaires, responsables dans l'action de sensibilisation du public que nous pouvons mener, que les médias, je pense, ont également un grand rôle à jouer, tous ensemble, pour aller dans cette direction et agir sur ce terrain où peut-être une action concrète est possible, permettant de renforcer ainsi la protection des civils. Car l'entrée en fonction de la Cour pénale internationale constituera un élément majeur de la lutte contre l'impunité et représentera, je crois que ça a été évoqué par Mme Aubert elle-même, un élément important de prévention dans la protection des victimes de la guerre. On parle de protection des victimes. Moi, en tant que directeur de première urgence, j'ai beaucoup de mal à pouvoir me situer à ce niveau. Je ne vois pas comment je pourrais protéger les victimes. Les assister, oui, ça je peux le faire en fonction des moyens dont je dispose, mais les protéger, ça me semble plus difficile, et peut-être que la responsabilité en matière de protection se situe peut-être à un autre niveau
que celui des ONG. Peut-être pourrait-on repartir vers les politiques et les États, qui me semblent plus aptes à remplir ce mandat. L'assistance peut demeurer celle à la charge des ONG, bien sûr, mais l'aspect protection se limite pour moi en matière de possibilités qu'ont les ONG à dénoncer, à sensibiliser, à mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités, mais elle se limite à ça. On ne peut pas faire s'opposer à tout quand on est sur le terrain, c'est bien difficile. Tous ces conflits-là sont plus ou moins démilitarisés. Ce n'est plus des armées qui se battent, mais ce sont des jeunes garçons, parfois des enfants de 6 à 12 ans qui prennent des armes. Ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, des populations qui prennent des armes. Donc nous sortons de toute orthodoxie, nous sortons de toute règle de discipline militaire. Ce sont des bandes, des milices qui se battent. Donc je pense que cela rend très souvent la perception et surtout l'action des armées particulièrement difficile. Il ne s'agit pas de renvoyer sans cesse les responsabilités, c'est la faute du militaire qui était sur le terrain, non, c'est la faute du politique qui l'a nommé. Il faut qu'on sorte de cette partie de ping-pong. C'est grave, parce qu'elle a des conséquences tragiques sur les populations, justement, mais et que chacun, enfin, soit capable de dire et d'assumer pleinement ses responsabilités dans le rôle qui est le sien. Pour réagir à un certain nombre de conflits ou de guerres, il nous faut aujourd'hui des cadres supranationaux, enfin, qui sont européens ou de la communauté internationale, qui soient clairs. Or, les nations jouent deux jeux à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois, elles se rendent à l'évidence qu'il faut traiter au niveau européen ou au niveau de l'ONU ou au niveau de l'OTAN, je ne sais quoi, pour agir de concert, et en même temps, elles jouent des cartes nationales qui sont plus ou moins dites et plus ou moins avouées. Et la France, comme d'autres, n'échappe pas à la règle, et les États-Unis encore moins. Donc, on le voit, que ce soit dans Srebrenica ou dans d'autres tragédies, il y a à la fois effectivement le mandat de l'ONU qui paraît absurde. Alors du coup, on parle l'ONU de tous les péchés, mais en même temps, il y a aussi des stratégies nationales, françaises, britanniques, américaines, hollandaises, etc., qui court-circuitent, qui sont un peu parallèles, qui ne sont pas forcément dites, mais qui influent aussi sur le terrain et qui donnent effectivement un état de confusion extrême et qui du coup dilue les responsabilités.